Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Enfant devant le piano, vous avez été réduite au silence. Vous vous êtes rattrapé depuis avec des couplets et des refrains qui ont fait beaucoup de bruit. Ils font partie d'une vie que vous racontez aujourd'hui dans un nouvel album. Bonjour Marie-Paul Bell. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai qu'il y a 12 ans, je crois que vous n'avez pas enregistré de nouvel album. Là, il y en a un nouveau qui s'y est sorti un soir entre mille. On va en parler. D'ailleurs, il y aura des chansons tout au long de l'émission. Et le principe des clés d'une vie, justement, c'est de raconter votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. C'est le 7 mars 1962, le jour où quelqu'un de très connu a signé un contrat avec Barclay. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague. Eh oui, Brel, le plat pays. Brel avait quitté Philips parce qu'il n'était pas rentable, disaient les comptables. Il a signé son contrat chez Barclay. Et cette chanson est chère à votre cœur car elle vous a permis de gagner un concours, je crois, Marie-Paul Bell. Tout à fait, c'est un porte-bonheur cette chanson parce que j'ai participé à un concours à l'époque à Télé Monte-Carlo. C'était un genre de télécrochet comme The Voice aujourd'hui ou la Starac. Et c'était le public qui votait, disséminé dans des bars tout le long de la Côte d'Azur, de Monte-Carlo à Marseille. Et donc, parmi les candidats, il y avait des candidats valables, mais il y avait aussi des candidats qui étaient sélectionnés pour faire rire, oui, pour qu'ils soient éjectés. Voilà. Et donc, quand on était éjecté, il y avait un roulement de batterie, de tambour, et on nous mettait un chapeau sur la tête. C'est pour ça l'émission s'appelait Chapeau. Et donc, sur un pari, j'étais étudiante sur un pari avec des copains étudiants. Je me suis présentée à ce concours. Et de semaine en semaine, j'ai gagné la finale annuelle devant un jury de professionnels. Et j'ai gagné en chantant Le plat pays de Jacques Brel. Donc, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et vous n'avez pas gagné un voyage en Belgique, mais à Montréal. Oui, c'était la première fois que je prenais l'avion. Toute ma famille était en pleurs à l'aéroport. Et donc, c'était très émouvant et je devais participer à des émissions comme ça qui étaient faites en direct dans des supermarchés. Il y avait beaucoup de publicité. C'était la première fois que je voyais des gratte-ciel en descendant comme ça de l'avion. Je voyais toutes ces lumières. J'étais comme une petite fille devant le Père Noël. Et il y avait eu un premier concours que vous aviez gagné, Marie-Paul Bell, un jour de fête des mères à Cimier, près de Nice. Ça alors, personne m'en parle de ce truc-là. C'est incroyable. Mais je sais que vous connaissez très 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 bien vos dossiers, que vous êtes un homme très très cultivé. Et ça le prouve parce que j'ai peut-être parlé une fois de ce truc-là. C'était une cliente de mon papa. Mon papa était médecin et il avait une patiente qui écrivait des chansons pour son plaisir, comme ça. Et comme elle avait des amitiés à la mairie de Paris, c'était organisé pour pouvoir présenter une de ses chansons. Et elle a dit à mon papa, est-ce que votre fille ne voudrait pas chanter ma chanson dans ce concours de fête des mères? Et mon père, il a dit oui. Et je me suis retrouvée comme ça. J'ai encore la photo dans la tête. Très jeune fille, vous savez, avec la petite robe blanche un peu cintrée, avec un col en forme de marguerite bleu marine, très chic. Et oui, j'ai chanté là. Et je l'avais oublié, ça. Alors, c'est incroyable que vous me rappelez ça. Vous deviez avoir 8 ans à peu près, non? Un petit peu plus. Je crois que je devais être à la puberté, 12-13 ans. Oh, quand même. Alors, il se trouve que vous étiez à Cimier à cette époque-là, mais les premières années de votre vie, vous avez passé à Saint-Maxence, à Pont-Saint-Maxence, dans l'Oise. Oui, je suis née là, à Pont-Saint-Maxence, dans l'Oise, parce que c'est une petite ville de l'Oise où se sont connus mes parents, où ils se sont mariés, où mes grands-parents aussi se sont connus, tous d'une famille de médecins qui se connaissaient de génération en génération. Et les frères et sœurs d'une famille étaient dans les mêmes classes que les frères et sœurs de l'autre famille. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Mon grand-père paternel était médecin à Nogent-sur-Oise et mon grand-père maternel avait une clinique à Pont-Saint-Maxence où je suis née.
Et donc, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'étais à Pont-Sainte-Maxence. Et comme mon père était un médecin extraordinaire, genre de la vieille école, qui garde les passants pendant 3 heures pour leur faire un peu de psychothérapie en même temps, il avait énormément de travail. En plus, à l'époque, il n'y avait pas les portables. Et il y avait, donc il faisait les accouchements, il faisait les urgences. Le dimanche, on ne le voyait pas. Donc, à 8 ans, il a pris la décision, pour voir un peu grandir ses enfants, de partir vers Nice pour se rapprocher de la Corse, qui était le pays d'origine de ma mère. Voilà. Et ce père, vous l'évoquez dans ce nouvel album avec une chanson qui s'appelle « Il écoutait le cœur des gens ». Il écoutait le cœur des gens, il y avait mon piano dedans. Il n'a jamais compté son temps pour ses malades et ses patients. Il écoutait... Voilà, il se trouve qu'en même temps, ce piano était là, mais il était interdit de faire du bruit, je crois, Marie-Paul Bell. Oui, c'est pour ça. Cette phrase, c'est vraiment une phrase que mon père disait en sortant de son cabinet avec le stéthoscope autour du cou, en disant « Moins fort le piano, j'écoute le cœur des gens, il y a ton piano dedans ». Donc ça l'énervait un peu. Après, on devait se taire, on parlait comme ça. Moi, je n'ai pas connu les cris ou les joies des enfants qui courent dans les couloirs de l'appartement. Non, parce que à chaque fois, il y avait un grand couloir chez moi. Il fallait faire attention, regarder s'il n'y avait pas de patients dans le couloir, traverser pour aller d'une pièce à l'autre et parler toujours comme ça. C'était assez bizarre quand même. Et le piano, en fait, ça tient de votre mère, qui aurait pu être une grande pianiste, Marie-Paul Bell. Oui, elle aurait pu, parce qu'elle avait fait des études très, très sérieuses et très poussées de piano. D'une école assez rigide, parce que par exemple pour travailler les passages de pouce, on lui mettait une gomme sur le dos de la main, et elle devait faire ses passages de pouce à toute vitesse, et si la gomme tombait du dos de la main, elle recevait des coups de règle. Donc la première chose que ma mère a faite quand elle m'a présenté à mon prof de piano particulier. Elle a dit surtout ne la grondez jamais, que la musique et l'instrument soient toujours un plaisir et une joie, et même si elle ne travaille pas, vous ne la gronderez pas. Donc on m'a jamais grondé, donc j'ai jamais travaillé mon piano. Votre premier professeur s'appelait Madame Jacques, je crois. Oui, mais alors ça c'est incroyable. Vous me rappelez toute ma petite enfance, parce que ça j'en parle jamais de ça, Madame Jacques. Oui, tous les enfants de l'école, ceux qui voulaient apprendre le piano, allaient voir Madame Jacques. C'était un personnage assez farfelu, une grande dame très brune, très imposante. Et puis après, quand j'ai été à Nice, j'ai eu une autre professeur qui s'appelait Madame Deville. On se souvient toujours de ses premiers professeurs. Et d'ailleurs, elle était étonnée, Marie-Paul Bell, parce que finalement, Chopin, vous arriviez à le jouer de mémoire. C'est-à-dire que, oui, comme je travaillais pas mon piano, je ne sais toujours pas vraiment lire une partition. Je peux écrire une ligne mélodique chiffrée, comme on dit, avec les accords, mais parce que j'ai après, vers l'âge de 18 ans, je me suis mise un peu à l'harmonie. Mais sinon, j'écoutais comment était le son, et comme j'avais une bonne oreille, je regardais surtout où le prof mettait les doigts, et j'essayais de reproduire. Et donc, ça faisait un peu la farce, parce que la prof me grondait pas, pensant que j'avais un peu travaillé quand même, ce qui n'était pas le cas. Et vous aviez une autre passion que vous deviez à votre père, et cette passion, elle est aussi évoquée dans ce nouvel album. Vive le corps, vive le sport. Quand je vois Kiki, je fais du ski. Avec Gaston, du marathon. Quand je vois Jules, je fais des bulles. Avec Archie, du tai chi. Quand je vois Nicole, je nage le crawl. Pour Isabelle, je triplexe. Voilà, c'est du Marie-Paul Bell pur et bien. C'est très bête, mais oui, ça nous a beaucoup fait rire avec Isabelle Maillot quand on a écrit le texte. Et alors c'est vrai que votre passion à l'époque, c'était le tennis, car votre père travaillait tout le temps, sauf quand il y avait des matchs de tennis à la télévision. Oui, et entre deux consultations, il venait boire une tasse de café et aider, il disait on en est à combien et tout ça. Et moi je suis pareil, quand il y a Roland Garros, je suis, si j'ai la chance ou la malchance, enfin bon bref, si je ne travaille pas, je suis bloqué devant mon poste de télé. J'adore ça, le tennis. Et puis à la maison, en vacances, mon grand-père avait fait construire pour ses enfants, quand ils avaient eu leur bac,
un terrain en terre battue. Donc j'ai appris avec mon père sur un terrain en terre battue quand j'étais petite. Après, il fallait passer le filet, le rouleau compresseur et tout ça et arroser. Ça marchait mieux que l'école parce que l'école, c'était pas votre meilleur souvenir. Non, pas du tout. L'école, je faisais juste ce qu'il fallait pour passer en classe supérieure, mais le moins possible. Vous avez quand même été étudiante en psychologie clinique, c'est pas n'importe quoi. Oui, vous savez, j'ai l'impression que j'ai pas trouvé ces études difficiles parce qu'elles m'intéressaient énormément et j'avais des professeurs très très brillants. J'ai eu la chance d'avoir, par exemple, Madame Ancelin Schutzenberger qui nous donnait des cours de dynamique de groupe. C'était extraordinaire. Après, c'est elle qui a trouvé la psychologie, la mémoire des cellules qu'on peut avoir dans des vies antérieures. Donc la généalogie, si vous voulez, qui peut donner des traumatismes dans des choses que l'on n'a pas vécues soi, mais qui ont été vécues par nos grands-parents, par exemple. Et c'était une femme très, très intéressante. Donc, c'est sûr que j'ai été passionnée par ces études, mais à un moment donné, il fallait choisir. Donc, il n'y avait pas photo, j'ai choisi tout de suite. Au lieu de gagner près de, aujourd'hui, on dirait, je sais pas, on dirait 5 000 € par mois, ce qui était bien pour commencer à 20 ans. Eh bien, j'ai choisi de chanter à l'échelle de Jacob avec la mère Lebrun pour 8 francs 50. Voilà, on va en reparler à travers une autre date, le 18 juin 1971. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-Paul Bell, 50 ans de chansons avec un nouvel album et puis le Théâtre de Passy du 4 au 14 janvier. On va en reparler après les vacances de Noël pour fêter cet anniversaire, ce jubilatoire. Et puis la chanson, effectivement, il y a une date que j'ai trouvée. Marie-Paul Bell, le 18 juin 1971, c'est votre première télé dans Aujourd'hui Madame. Alors il y a Edmond Charleroux qui est là très sérieuse et à la fin une jeune animatrice, Valérie Emmanuel, lit une feuille ou plutôt annonce sur une feuille l'annonce de cette chanson. Il n'y a rien à comprendre. Je m'en souviens pas. Venu, tu repars. Vous êtes à la guitare. C'est incroyable parce que je me souviens même pas que je l'avais chanté à la télévision, Oui. cette chanson. Et vous l'avez chantée dans cette émission, c'est votre première télé, en vous accompagnant à la guitare et pas au piano. Mais oui, parce que j'avais appris la guitare toute seule d'oreille, parce qu'on ne pouvait pas trouver des pianos partout dans les cabarets. Donc, au début, je jouais à l'écluse à la guitare et à l'échelle de Jacob aussi. C'est ensuite qu'on m'a permis, entre guillemets, d'utiliser le piano parce que André Schlesser, qui dirigeait l'écluse à cette époque, m'avait dit « Oh, mais personne n'a touché le piano depuis Barbara ». Donc j'ai dit « Bon, ben, je vais attendre un peu ». Et puis après, comme j'ai... Donc c'est votre première télé, vous n'êtes même pas interviewé, vous chantez cette chanson. Alors les premiers disques sont nés, je crois, les 2 premiers disques grâce à une rencontre avec Boris Bergman, qui est un auteur de chansons, qui a fait 1000 chansons, notamment qui a lancé, on a oublié les Aphrodite Child avec Rain and Tears, c'est lui qui l'avait écrit. Oui, mais c'est un homme charmant, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et j'aimais beaucoup son écriture, j'aime toujours. Après, il a écrit beaucoup pour Bachung. Et c'est un être, vraiment à part, avec une personnalité très forte. Et je l'avais rencontré par l'intermédiaire d'une amie qui faisait de la chanson aussi et qui devait chanter une adaptation des chansons de Joni Mitchell que devait lui écrire Boris. Et donc, un jour, elle m'a emmené avec elle à un rendez-vous. Et puis, il m'a demandé ce que je faisais. Et j'ai dit, j'essaye de chanter, tout ça. Et donc, il m'a présenté à mon premier producteur et éditeur, Maxence Fuchs, qui pensait que c'était une farce que Boris lui faisait parce que je suis arrivée dans son bureau toute convenable, avec une jupe plissée, un carton à piano, tout à fait la jeune fille de province. Alors il s'est dit, il me l'a raconté après, qu'est-ce que c'est qu'il m'envoie et tout ça, parce qu'il lui envoyait quelquefois des choses vraiment pas intéressantes, enfin quand je dis choses, des personnes. Et alors, il s'est dit, mademoiselle, asseyez-vous, jouez-moi ce que vous voulez. Et moi, je pensais que je venais le voir comme c'était un éditeur pour placer mes chansons à d'autres personnes. Je pensais pas qu'il me dirait de les chanter
moi. Alors non seulement il m'a dit, mais vous n'allez pas les donner à d'autres personnes, vous allez les chanter vous, et en plus vous allez faire un 33 cm, pas un 45 tours, et en plus je vous signe pour 3 albums. Donc ce qu'on ne verrait plus aujourd'hui, parce que aujourd'hui on attend de faire ses preuves et que ça gagne un peu d'argent quand même avant de vous re-signer. Là non, il avait vraiment envie de m'imposer comme une personne ayant un univers particulier. Et cet univers, vous l'avez défendu avec votre premier succès. Wolfgang et moi, Vous étiez là ce jour-là. pas tout seul. Ah ouais. Il était fort en gueule, moi sur la clé de fa 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 fa. Je me souviens très bien de cette chanson parce que j'ai assisté à cet enregistrement de télévision avec Philippe Bouvard que vous avez chanté devant lui. C'est incroyable parce que c'est vraiment Philippe Bouvard qui m'a donné ma première grande chance sur le plan national. Et grâce à Georges Folgoas qui m'avait vu en première partie de Jean Constantin à Bobino sur toute une suite de hasards parce que j'ai remplacé quelqu'un au pied levé, enfin bref. Et là aussi, il m'a pris, Philippe Bouvard m'a prise comme ça au pied levé parce que je devais revenir pour enregistrer le mois suivant. Et en fait, dès que je suis arrivée chez moi, le téléphone a sonné. On m'a dit non, c'est pas dans un mois que vous revenez, c'est ce soir. Oui. Et en fait, c'était pour remplacer Michel Delpech qui avait pris la mouche et qui avait dit si je ne chante pas 2 chansons ce soir, eh bien je ne viens pas. Alors Philippe, qui était très têtu, avait dit au revoir. Et donc il m'avait rappelé pour remplacer comme ça au dernier moment Michel Delpech. Et donc, j'ai chanté, et puis, exprès, sûrement pour faire râler Michel, qui devait être devant son poste de télévision, il a dit, eh bien, vous allez bien nous chanter une autre chanson. Et j'ai chanté Nosferatu, et j'étais sidérée. Et tous les magazines de télé le lendemain pensaient que j'avais un album à défendre. Ah bon, mais c'est incroyable, mais d'où vous sortez? Mais écoutez, je chante tous les soirs à l'Écluse. Vous avez un album? Non, pas du tout. J'avais rien à promouvoir, mais ça m'a fait une promotion d'enfer. Il y a eu quand même des moments difficiles en scène. Je crois que la Pizza du Marais où vous avez débuté, quelquefois, c'est une toute petite salle où a débuté Renaud, où a chanté Alain Souchon, les frères Jolivet. Et pour vous, ça s'est pas toujours bien passé, Marie-Paul Bell. Oui, parce qu'en fait, avant que ça soit la Pizza du Marais, Jean-Guy Barras avait monté la Pizza à Pigalle. Et avant, l'endroit où je chantais était un lieu où on venait voir du striptease, du nu. Donc les gens, c'était assez populaire et les gens s'énervaient parce qu'ils me voyaient avec la guitare. Justement, j'avais encore la guitare, je chantais des chansons plutôt romantiques. J'ai l'âme à la vague, j'ai l'âme... Et on disait à poil, la greluche, à poil. Ils étaient très énervés. Alors maintenant, ça me fait rire, mais je vous assure, c'était pas rigolo à ce moment-là. Et un moment difficile aussi, c'était l'entrée en scène de votre première Olympia hors vedette, avec Bruno Cocatrix qui vous conduit jusqu'au rideau, et ses chaussures ne l'ont pas oublié. Oui. Vous avez fait une liste comme un petit chapelet de tous mes malheurs. Non, mais c'est un malheur rigolo, ça. Ben oui, parce que en fait, j'étais très stressée parce que tout l'après-midi, on avait enregistré une émission qui s'appelait Mi-Fugue, Mi-Raison, et c'était animé par Patrice Laffont, et à l'époque, on filmait toutes les premières fois importantes d'un artiste. Et là, c'était mon premier Olympia, vraiment en vedette, toute seule. Et donc, on avait filmé toutes les répétitions et tout ça. Donc, j'étais toujours sur le qui-vive en regardant la caméra, en essayant de l'oublier, enfin bref. Et donc, je sors de la loge et accompagnée par Bruno Cocatrix qui me tient le bras, et je suis complètement tremblante, j'arrive pas à me concentrer, j'ai pas eu un moment pour me centrer sur moi-même, et je suis tellement énervée que, évidemment, je vomis sur les pieds de Bruno Cocatrix. Et je sais plus où me mettre, je suis rouge comme ce micro, rouge comme votre cravate. Je dis pardon, excusez-moi, mais vraiment. Et les musiciens entament l'intro et je sais plus comment faire, je vais rentrer dans 30 secondes. Et je dis, oh, excusez-moi. Et Bruno me dit cette phrase qui m'a marqué toute la vie, il m'a dit, ne vous excusez pas, Brel l'a faite avant vous. Magnifique.
Et vous avez donc chanté à l'Olympia. Vous avez fait aussi le théâtre de la ville. Et il y a des images extraordinaires. C'était un théâtre, un spectacle expérimental. Vous êtes couché sur le piano et vous chantez ceci. Oui. Berlin des années 20, quel est le devin? C'est vrai que coucher sur le piano, c'est pas évident de chanter Oui, ça. à ce moment-là, vous savez, je me mets quelquefois en danger en donnant carte blanche à des personnes qui travaillent avec moi et qui sont très très différentes de moi, très borderline, et jusqu'à me mettre en danger dans le sens que c'est périlleux parce que ça peut déstabiliser mon public. Et là, j'avais travaillé avec une actrice qui s'appelait Juliette Mills et qui avait dit « je vais te mettre en scène » et tout ça. La première chose qu'elle m'a faite déjà, c'était vraiment le contraire de moi. Elle m'a fait teindre en blonde. Donc, bon, déjà, je me disais, bon, c'est absolument l'opposé. Allons voir, je donne carte blanche jusqu'au bout pour voir. Mais je ne suis pas suicidaire. Hein. Quand je sens que c'est trop, j'ai dit stop et en 5 minutes, je peux changer ma vie. Et donc, j'ai laissé faire. Et elle m'avait habillée avec une robe avec en daim noir et en dentelle et des choses vraiment que je ne porte jamais, même pour m'habiller dans des cérémonies. J'étais très, 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 très étonnée. Mais je suis allée jusqu'au bout de ça et finalement, ça avait un certain charme parce que c'était comme une autre personne, tout en étant moi-même. Et j'étais accompagnée surtout divinement par 2 très, très grands musiciens. Serge Perratonnerre, qui a écrit tous les arrangements de Notre-Dame de Paris, de Starmania, avec la première version, la deuxième aussi, qui est écrit merveilleusement. Et Roland Romanelli, qui a accompagné Barbara pendant des années. Et j'avais des murs de synthé. Je n'avais que ces 2 musiciens. Et à eux 2, ils me faisaient un orchestre complet. Et c'était sublime. Et vous avez cité Barbara, on va en reparler à travers une autre date, le 6 mars 2001. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marie-Paul Bell. Donc ce nouvel album pour vos 50 ans de chansons, Un soir entre mille, et le Théâtre de Passy du 4 au 14 janvier à Paris pour justement fêter ce jubilé. Alors, des récitals, il y en a eu d'autres, et le 6 mars 2001, un récital hommage très important qui vous tient à cœur au Théâtre de 10 heures, où vous interprétez entre autres cette chanson. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois. À voir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve. Dis, quand reviendras-tu par vous, alors que c'est un hommage à Barbara, auquel vous teniez beaucoup, Marie-Paul Bell. Oui, j'ai adoré cette femme parce que avec Brel, ce sont les 2 personnes qui ont fait que j'ai pris vraiment la décision de chanter. Quand je les ai vues sur scène, je me suis dit c'est possible. Et puis après, par le hasard et les rencontres de la vie, surtout grâce à Roland Romanelli, on s'est connus d'une façon plus intime et on se téléphonait de temps en temps, très rarement parce qu'elle préférait communiquer par fax, donc j'ai des fax à la maison. Et puis elle m'a toujours émue et 3 jours avant sa mort, on s'était téléphoné et je lui avais dit je suis profondément ennuyée parce que j'ai plus de maison de disques. Et elle s'est mise en colère et elle m'a dit « Comment t'as plus de maison de disques? Toi, tu n'as plus de maison de disques !» Je l'entends encore. Mais c'est incroyable. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et elle est morte dans la nuit du dimanche à lundi. Et dans la semaine qui a suivi, alors que je n'avais aucun contact avec aucun label, j'ai signé dans le même label qu'elle. C'est fou, hein? J'adore. Alors, il se trouve que je crois que vous l'avez vu pour la première fois à Nice, au nouveau casino. Oui, Et c'est incroyable, ça, et vous alors. lui avez demandé un autographe et c'est la seule personne à qui vous avez demandé un autographe. Oui, jamais. Si je l'avais rencontré, j'aurais demandé un autographe à la Calas aussi. Oui. Ce sont mes 2 chéris. Alors, il se trouve que Barbara a chanté, mais on oublie qu'avant, elle a fait différents petits métiers. Pour gagner sa vie, elle a été démarcheuse en assurance, manutentionnaire. Elle a même occupé et travaillé dans une loge de concierge dans le 14e arrondissement de Paris. Je ne savais pas ça. Avant de chanter. Ah oui. Personne ne voulait d'elle.
Et vous l'avez connu donc d'abord amicalement. Elle vous a surnommé Duracell. Oui. Ça, c'est vrai. Parce qu'on avait enregistré une chanson écrite par Alice Donna pour une cause humanitaire, là, je crois que ça s'appelait Terre des Hommes, ou je sais pas, qu'avait fondé la maman de Yannick Noah. Marie-Claire, oui. Voilà, Marie-Claire Noah. Et donc, on avait fait une chanson, genre, vous savez, c'était la mode, on chantait pour l'Éthiopie, tous en chœur, on pensait, bon, bref. Et donc, et là, il y avait, je sais pas, au moins 25-30 artistes féminines très, très différentes. Ça allait de Milva à Barbara, Jane Birkin, Rika Zaraïch, et là, Isabelle Maïro. Bon. Et je me suis retrouvée dans cette bande, et donc on enregistrait les chœurs en groupe. Et donc, j'ai 2 souvenirs extraordinaires. Parce qu'à un moment donné, il fallait vraiment chanter à l'unisson, tout le monde exactement pareil avec le même phrasé. Et Alice nous dirigeait. Et donc, à un moment, par exemple, il fallait faire la 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 la. Mettons, il fallait faire ça. Et elle faisait la 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 la. Alors, on lui disait, mais avec prudence, Alice lui disait, mais non, Barbara, non, il faut faire la 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 la. Elle disait, il faut chanter comme tout le monde. Elle lui dit, Alice, et elle dit, mais je ne sais pas chanter comme tout le monde. C'est magnifique. Ça, c'est formidable. Et puis après, on avait des moments de pause, parce que quand même, à force de répéter les mêmes choses, on prenait des petits moments de pause. Et moi, j'étais tellement contente d'être là, d'être avec toutes ces artistes, que même pendant les pauses, il y avait un piano, je jouais du piano et tout ça. Et Barbara disait, elle n'arrête jamais, c'est Duracell. Et Barbara vous a fait un merveilleux cadeau. Elle vous a autorisé, Marie-Paul Bell, à interpréter cette chanson. Il pleut sur Nantes. Donne-moi la main. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Elle a dit oui. Oui, parce que, évidemment, de son vivant, je n'osais rien chanter. Donc, je lui ai demandé, elle m'a dit, mais bien sûr, au contraire, c'est un plaisir et c'est un honneur. Je m'en souviens. Alors, bon, venant d'elle, j'étais complètement déchirée, comme si la foudre m'était tombée dessus, quoi. Et donc, après, 2 ans après sa mort, je me suis dit, bon, 2 ans, ça suffit pour la période de deuil, pour ces fans qui sont complètement envoûtés, parce que quand elle paraissait sur scène, c'était comme une messe. Donc, je voulais tout à fait respecter ça et pas profiter de sa mort, quoi, comme certains auraient pu le penser. Et donc, j'ai voulu faire un hommage complètement dédié à Barbara, et je n'ai enregistré que des chansons de Barbara pour la remercier. Et oui, et quand on pense qu'au début, elle n'osait même pas dire que ces chansons étaient d'elle. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, oui. Hein. Alors, il y a quelqu'un d'autre à qui vous avez rendu hommage à travers une chanson qui est justement liée au drame de sa vie, et une chanson justement de Barbara. Petite cantate, fa sol do fa, n'était pas si maladroite quand c'était toi. Alors cette chanson a une histoire, c'est une chanson qui était dédiée à celle qui avait été la fiancée de Serge Lama avant son accident, et vous l'avez chantée devant Serge Lama et à Bercy pour les 60 ans de Serge Lama. Oui, il m'a fait un coup incroyable. Cette personne s'appelait Liliane Benelli, et c'était vraiment l'amour de la vie de Serge, c'était sa passion. Et pendant des années après, quand on était en tournée, il m'en parlait tellement tendrement, tellement... C'est pour ça que j'ai la prétention de connaître vraiment bien Serge, parce qu'il m'a fait des confidences extraordinaires. On le voyait comme un macho, un homme à femme, etc. Mais c'était un peu du désespoir, tellement il était en manque de l'amour de sa vie. Et donc, un jour, donc le jour de ses 60 ans à Bercy, j'étais dans la salle et j'assistais au spectacle, et c'était la fin du spectacle. Et à ce moment-là, je vois Simone Marouani, son impresario, qui vient vers moi, qui dit « Viens, on va lui faire une surprise. Tu te mets derrière le rideau, comme ça, quand il sort, il te voit et ça va lui faire plaisir. » Je dis « Oui, d'accord. » Alors, il sort de scène, après je suis malade, et il tombe sur moi. « Oh, tu es là,
c'est génial, ne bouge pas, je reviens tout de suite, ne bouge pas. Il retourne sur scène et je l'entends dire, et j'ai la grande surprise et la grande joie de vous annoncer que Marie-Paul Bell est avec moi. Ouah, 18 000 personnes qui hurlent. Et on me pousse, Simone Marouani, elle me pousse sur scène. Et je me retrouve complètement devant 18 000 personnes sans avoir rien répété, rien fait, tout ça. Mais il dit, elle chante en ce moment des chansons de Barbara, allez la voir. D'ailleurs, elle va vous en chanter une. Comment je vais vous en chanter une? Mais oui. Et il me pousse au piano. Et je pense que, bon, comme on l'avait chanté quelquefois ensemble, je pense qu'on va la chanter ensemble. Et je commence à faire les accords et puis je vois qu'il me laisse chanter. Alors je continue. C'était une surprise tellement incroyable et il avait fait exprès de ne pas me le dire parce qu'il sait que j'aurais dit non tellement j'avais la trouille. Donc ça s'est très très bien passé. C'était du délire et vous voyez là où c'est un détail quand même. La générosité de Serge, c'est que ce spectacle a été filmé et que dans le DVD live, le DVD se termine par la petite cantate chantée par nous deux. Donc c'est quand même un cadeau d'une extrême générosité de finir son DVD live en me faisant ce cadeau, quoi. Et d'ailleurs, il vous a fait un autre cadeau, Marie-Paul Bell, Serge Lama. Il vous a appris à saluer le public. Oui, je savais rien faire. Je sortais de l'écluse. L'écluse, vous voyez, j'écarte mes bras, ça fait quoi, 1m50 ? L'écluse, la scène de l'écluse, elle était grande comme en élargissant mes bras comme ça. Donc on était sur place et on faisait un pas et on était dans les coulisses. Donc moi je chantais un peu comme ça, un peu diseuse, avec l'œil qui frise et tout, mais et tout d'un coup, du jour au lendemain, je me retrouve propulsée dans des salles immenses, dans des chapiteaux immenses. Donc, j'avais tellement peur que je faisais les derniers accords de Wolfgang. Et vite, je filais vers le fond de la scène pour sortir derrière les rideaux. Et lui, il se mettait comme ça pour m'empêcher de sortir. Il disait, non, va saluer, retourne. Et tu retournes et tu comptes 1, 2, 3 et tu salues tout lentement. Et puis après, tu marches tout lentement de l'autre côté de la scène et tu fais 1, 2, 3. Et tous les soirs, je le regardais chanter parce que c'était différent. Et en même temps, c'était très, très, très bien étudié. Il a en même temps cette intériorité de chanter avec une âme très, très habitée. Et en même temps, il est conscient de tout ce qu'il fait et de comment il mène la salle. Et dans l'Algérie, il me disait, regarde ce que je vais faire là, regarde bien. Alors, moi, je regardais, j'étais avec Françoise qui venait voir à côté de moi. On était comme ça, deux petits museaux au bord de la scène. Et il disait, sur le pont délavé, je me souviens, et il faisait ce geste-là, il dit, tu vois, c'est le même geste au même endroit, mais quelquefois il changeait, donc il m'apprenait tous les jours des trucs incroyables, et c'est vrai que ça a été mon Pygmalion à ce moment-là, ça c'est sûr. Il se trouve que vous avez parlé de François, c'est Françoise Mallet-Joris, à qui vous devez une chanson qui est devenue un classique. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation, je ne suis pas dans le vent. Vous croisez encore des gens qui sifflent cette chanson, Marie-Paul Bell? Oui, je suis tellement contente quand même. Parce que bon, j'ai les cheveux qui sont devenus raides et mous, j'y peux rien, alors que j'avais une tignasse très très frisée et très imposante. Donc quand ils sont pas sûrs que c'est moi, ils font comme ça. ou alors quand je vois qu'ils hésitent, c'est moi qui le fais. C'est comme un code comme ça entre nous et ils se marrent. Et ça, je trouve, c'est un beau cadeau. Si je suis venue sur Terre que pour ça, pour déclencher des sourires et de la joie instantanée, c'est bien. La Parisienne, au départ, c'est un mini-opéra bouffe écrit pour rire avec Françoise Mallet-Joris. Oui, au départ, parce qu'elle écrivait au moment de Noël des mystères, enfin des mini-opéras bouffe. Il fallait que le sujet ait un petit peu, de près ou de loin, un rapport avec Noël. Donc on avait écrit la vie intime des rois mages, une bonne action de Lucrèce Borgia, des choses comme ça. Et donc le mystère d'où est tirée la Parisienne devait être écrit au niveau de la musique avec des musiques ressemblant à Offenbach parce que ça se passait dans les années folles. Et donc ça s'appelait Le sabot de l'orpheline.
Et donc, j'avais écrit beaucoup de chansons comme ça, un peu sautillantes, ou alors un peu sur l'air des airs romantiques, genre la barcarolle des contes d'Hoffmann. Et donc, j'étais... on aimait bien ces musiques. On avait vu que ça marchait bien sur la famille, sur les amis, tous. Ils étaient, mais comment, il faudrait que les gens connaissent ça, cette musique, c'est si marrant et tout ça. Donc, après, on l'a retravaillé, on a raconté un peu en caricaturant vraiment Michel Grisolia et Françoise Mallet-Joris ont caricaturé ma venue à Paris et c'est devenu un succès incroyable. On attend d'autres succès, et ça, on va les évoquer à travers une autre date, le 4 janvier 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Paul Bell. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Marie-Paul Bell. On a évoqué votre carrière, vos débuts, le succès de La Parisienne, Barbara, et puis la synthèse de tout ça. C'est un spectacle pour vos 50 ans de chansons qui va être du 4 janvier 2024 au 14 janvier 2024 dans un théâtre parisien, le Théâtre de Passy, avec, je pense, le côté piano-voix que vous affectionnez. Oui, c'est maintenant, c'est la façon dont je m'exprime depuis 94 sur une idée de William Scheller, parce que quand on se réunissait chez lui pour faire des fêtes et tout ça, je lui chantais toujours mes chansons au piano-voix et il me disait, mais il y a vraiment un autre climat au piano-voix, faut que les gens connaissent comment tu es, c'est une autre respiration, ça fait comme moi. Et comme il avait expérimenté le piano-voix avec Je veux être un homme heureux, parce qu'un jour, tous ces instruments avaient été bloqués à la frontière et il a chanté à Bruxelles comme ça, tout son tour de chant piano-voix, il a vu ce que ça déclenchait, il s'est dit... il faut vraiment, il a pensé à moi et il s'est dit, il faut vraiment que tu essayes ça. Et il m'a dit cette phrase dont je me souviendrai toujours aussi, tu auras la plus grande trouille de ta vie, mais la plus grande liberté. Et c'est vrai, parce que ça me rappelle un peu la liberté qu'on a en cabaret. Comme, si vous voulez, les acteurs aujourd'hui ont avec le stand-up. C'est-à-dire qu'on peut improviser, qu'on peut ralentir les tempi, on peut s'adresser à quelqu'un qui voudrait faire le malin dans la salle. C'est tout un jeu. Tout est possible. Voilà. Alors, dans ce spectacle, il y aura d'anciennes chansons, mais aussi des nouvelles de cet album qui est sorti et qui s'appelle Un soir entre mille. Et parmi les nouvelles chansons, il y a celle-ci. Autrefois, les journées faciles se suivaient dans notre jardin et dans mes souvenirs lointains, c'était bien. Je te vois, petit frère, tranquille. Alors, Petit frère, une chanson autobiographique, car tout l'album est autobiographique, Marie-Paul Bell. Oui, même quand je n'ai pas écrit les textes, comme vous l'avez cité tout à l'heure, il écoutait le cœur des gens, c'est un texte de Michel Grisolia, mais comme il a connu mon père quand il était petit et qu'on travaillait ensemble des chansons, il se rappelle très très bien de mon père et donc il a écrit les mots justes. Et même quand j'ai écrit avec Françoise... avec Françoise, d'autres chansons, c'est la même chose. Je lui parlais de ma mère, je lui parlais de ma famille, de mes amis. Et avec Isabelle Maïro, c'est aussi la même chose pour cet album-là. Et là, petit frère, en fait, j'ai deux frères dans la vie. Je suis l'aîné, ils sont plus petits que moi. Et de deux frères, j'en ai fait un. Et j'ai les images de chacun quand je chante cette chanson. Et j'ai osé écrire un peu plus moi-même, toute seule, comme une grande, j'allais dire. Parce que je pense que même si je n'écris pas d'une façon très littéraire, j'ai été tellement habituée à des textes magnifiques, tellement bien écrits, que j'ai mis très très longtemps à vouloir écrire moi-même parce que j'emploie des mots du quotidien et que peut-être ça touche plus précisément ce que je ressens, mais c'est moins littéraire. Et donc là, j'ai osé, je me suis dit, vu mon âge, mon grand âge qui avance, mes 50 ans de scène, il faut que je me livre un peu plus. Oui, c'est votre album le plus personnel. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous évoquez Françoise Mallet-Joris dans plusieurs chansons, dont celle-ci. Il faisait beau temps à Saint-Germain. Dans nos verres de vin, Gevrey, Chambertin nous faisait tanguer, ça c'est certain.
Cette chanson évoque votre rencontre avec Françoise Mallet-Joris, qui, je rappelle, était romancière, a été membre de l'Académie Goncourt. Et l'un de ses romans, Dicky Roy, est devenu une mini-série de télévision qui devait être jouée par Patrick Juvet. Dave l'a interprété. Il y a quelques jours à ce micro, il a dit que c'était très mauvais, puisque il a reconnu. Il dit, en voyant le film, les journalistes ont ri. Oui, voilà. Oui, et puis Françoise, elle était assez consciente aussi de ça. Le livre était beaucoup plus intéressant parce qu'il était visionnaire, parce qu'il parlait de tous les problèmes des addictions, de la drogue. Elle décrivait très bien l'ambiance des fans, parce qu'elle avait vu Patrick et l'ambiance qui régnait autour de lui. Donc le livre est plus intéressant que le film. Et il faut dire que Dave, c'est pas vraiment un comédien non plus, donc on se moquait tous un peu, quoi. Et moi, la musique que j'ai fait, c'est pas du tout le genre de musique que je fais d'habitude non plus. Alors, Beau temps à Saint-Germain, c'est justement la base de votre rencontre. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés toujours par hasard, mais le hasard n'existait pas, vous savez bien. Et donc, on a commencé à travailler ensemble, et puis on a travaillé beaucoup ensemble avec Michel Grisolia, et puis ce travail a fait que nous sommes devenus des amis très intimes, et puis on avait nos habitudes. J'ai quitté mon appartement pour habiter chez elle dans la maison de papier, entre guillemets. C'était ce qu'elle avait raconté dans un best-seller, la façon dont elle vivait un peu en communauté avec des artistes, avec sa famille, avec des amis, etc. Et donc, j'avais ma pièce dans son appartement avec mon piano. Et comme ça, on était toujours sur place pour faire les chansons. Et on allait dans un petit restaurant qui était rue de Bussy et qui s'appelait Le Petit Zinc, je m'en souviens. Et donc, un jour, on est allé déjeuner, comme presque pas tous les jours, mais très souvent au Petit Zinc. Et puis, de cette amitié très, très forte, en un déjeuner, en un après-midi, tout s'est transformé, tout a basculé et c'est devenu une passion fulgurante qui a duré 11 ans. Il se trouve que vous avez aussi beaucoup ri avec elle, et d'ailleurs vous le chantez. Avec toi je riais souvent, avec toi je me taisais pourtant, si tu savais comme je t'aimais vraiment sur mon piano, je l'avoue maintenant. C'est vrai que le rire était important. Oui, parce que même quand on écrivait des chansons tristes ou nostalgiques ou graves, vous savez, comme on n'avait aucune retenue, comme on se lâchait complètement vers l'autre, on avait complètement confiance, qu'on ne fait pas toujours quand on ne connaît pas bien l'auteur avec qui on travaille. Je me lâchais beaucoup moins avec Pierre Delanoë, par exemple, parce qu'il n'était pas intime dans ma vie. Mais Michel Grisolia, je le connaissais depuis que j'étais tout enfant, depuis que j'avais 9 ans, et Françoise, c'était vraiment ma compagne. Donc, on disait mais des choses... mais monstrueuses, des horreurs, des trucs tellement drôles, complètement décalés. Puis Françoise, elle avait un esprit comme ça, elle était très décalée par rapport au réel. Donc elle nous sortait des trucs, mais on était sidérés. Donc c'est tout le temps, c'est comme quand je travaille, même encore maintenant avec Isabelle Maïro, mais on a des séances de travail, mais à mourir de rire. Vous savez, quand vous écrivez, quand à Charlotte je la pelote et à Nonciade je l'escalade, je veux dire, on est obligé de rire quand on trouve ça. Et donc, on a l'impression qu'on continue le jeu d'enfant, en fait. Et vous l'avez continué aussi avec Serge Lama en tournée, où vous avez surpris toute la troupe un soir en arrivant avec une coiffure très particulière, je crois. On avait voulu leur faire croire, parce qu'on voyageait ensemble, Serge et moi, dans ma petite Austin, alors qu'il avait voiture avec chauffeur, etc. Il n'était pas obligé de voyager dans ce tape-cul, comme on disait à l'époque. Et un jour, on a raté une sortie d'autoroute, tellement on parlait, tellement on avait de trucs à se raconter. On rate la sortie et on se dit, on va s'en servir, on va leur faire croire qu'on a fauté ensemble et qu'on a une histoire ensemble et qu'on veut pas que ça se sache.
Alors on s'était mis de la paille dans les cheveux, des petites feuilles mortes, des brindilles et tout ça, comme si on s'était allongé dans une forêt ou dans un sous-bois. Et on était arrivé en se brossant les cheveux comme si on voulait pas qu'il voit les brindilles de cheveux. Et personne n'osait nous poser la question, alors, est-ce que vous avez conclu ou pas? C'est la première fois que j'entends dire que Serge Lama était un homme de paille, vous voyez. Oui. Alors, et il est présent dans cet album aussi avec une très belle chanson. Mais quand on est l'ombre de son chien, c'est mieux que rien, c'est déjà bien. Mais quand on est l'ombre de son chien, il y a des voisins, c'est mieux que rien. Une chanson de Serge Lama. Serge vous a offert cette chanson. Oui, et qui est très bouleversante parce qu'elle parle de nos solitudes respectives et je pense aussi, par extension, de la solitude qu'éprouve chaque artiste après le tsunami d'amour qu'il a reçu dans une grande salle ou même une petite salle. L'amour du public, c'est toujours quelque chose qui vous enveloppe et dans laquelle vous respirez autrement. Et donc, on est très, très dans une situation d'abandon quand on quitte cette enveloppe très, très chaude et très réconfortante. Et Serge, je sais, il le dit, hein, je ne dévoile rien, que le public lui manque beaucoup parce qu'il a pris la décision raisonnable, je pense, parce qu'il souffre énormément de ne plus chanter sur scène. Et donc, il est en manque physique de son public. Et je sais ce que c'est parce que par l'obligation des choses, par la pandémie et puis des ennuis de santé que j'ai eu cette année, je suis en manque de mon public depuis plus de 3 ans. Et j'ai tellement la fringale de le retrouver que il a très très bien décrit ça. On a les mains pleines de chagrin, c'est vraiment ça. Il se trouve que vous allez retrouver votre public avec ce nouvel album, le premier depuis 12 ans, et vous en êtes la productrice, parce qu'aujourd'hui, les maisons de disques ont beaucoup changé. Oui, ils m'ont tous jeté, on peut le dire, hein, j'ai pas honte. Je veux dire, ce qu'ils veulent, c'est du rap, de la musique urbaine. Ou des followers. Et ils ont des followers, ils sont contents. Mais j'en ai un peu, mais bon, j'en ai pas des milliards non plus, mais j'en ai quand même pas mal, et qui me suivent, et surtout qui sont très, très fidèles, et qui m'écrivent des trucs incroyables. Mais ce qu'il y a, c'est que la phrase que j'ai entendue tout le temps, c'est que je ne corresponds à aucun format. Oui. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est bien pour sortir de l'ordinaire, mais c'est pas bien parce qu'on sait pas où me caser et qu'on pense que je vais pas rapporter de pognon. Voilà, en gros. Donc, bon, j'ai dit, alors, grâce à la SACEM, il faut rendre à César ce qui est à César, et à l'Académie des Beaux-Arts, qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Arlette Tabar, Serge Perratonnerre, Roger Pierre Hermont, vraiment, tous ces gens-là, le comité du cœur de la SACEM, tous, ils ont voulu que ce disque existe, et ce disque existe parce qu'ils m'ont donné des subventions, sinon je n'aurais pas pu, moi, toute seule. Ce disque s'intitule « Un soir entre mille », c'est aussi le titre de l'une des chansons. Il y a des gens comme ça qui un soir entre mille ont besoin qu'on les croie. Et puis un escarbille, tous ces mots s'éparpillent. Est-ce que vous pensiez, Marie-Paul Belc, que votre aventure durerait 50 ans? Oh non. Mais j'ai beaucoup vécu au moment présent. Je me laissais complètement conduire par ce qui m'arrivait. J'ai eu la chance d'être dans la belle période des chansons de variété. J'ai commencé à chanter avec 1, 2, 5, 7 musiciens, à faire des grosses scènes, des stades de foot, la fête de l'humanité, des zéniths, des grandes salles comme on voit tous les artistes aujourd'hui. Et puis un jour, j'ai choisi de chanter dans des salles plus petites, dans des théâtres, parce que je voulais qu'on écoute les paroles et pas chanter au milieu des pétards du 14 juillet. Donc c'est un choix et j'en suis très très heureuse. Alors ce choix nous permettra de vous retrouver du 4 au 14 janvier au Théâtre de Passy, en même temps d'écouter ce nouvel album Un soir entre mille. Et l'avenir? L'avenir, écoutez, je croise les doigts. Tant que j'ai de l'énergie, que j'ai le
plaisir de chanter, de rencontrer des personnes comme vous qui savent encore ce que je fais et de profiter de la vie, je reste. Dès que ma voix va commencer ou à chevrotter ou ne pas chanter la note juste, ou dès que j'arriverai un peu le dos courbé, j'arrêterai. Je ferai comme Serge, parce que je ne veux pas qu'on me voie amoindri. Eh bien, pour l'instant, on vous voit en pleine forme et on vous retrouve en pleine forme au Théâtre de Passy et sur cet album. Merci Marie-Paul Bell. Merci Jacques, je suis très très heureuse d'avoir fait votre émission, vraiment. Merci et réciproquement. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.